Bonsoir les amis, bonsoir euh, camarades de la résistance, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux ou sur le point d'être victorieux, comme aurait dit Patrice Emery Lumumba lors de son fameux discours de l'indépendance du Congo le 30 juin 1960. Alors, les amis, vous avez peut-être entendu, tout le monde glosait ici et là sur l'écartement, le fait que Ferdinand Ngongo, le tout-puissant secrétaire général de la présidence du Cameroun, véritable président bis en le titre, n'a pas été, il a été écarté du comité central du RDPC, qui est une sorte de, on va dire quoi, du Parlement du parti. Mais il ne s'y passe pas grand-chose. Au temps d'Aïdjo, le comité central du parti État, parti unique à l'époque, tout était une vraie instance de décision, une vraie instance décisionnelle. Vous aviez des personnages comme Moussa Yaya Sakefata, dont je montrerai le portrait la prochaine fois à l'intention des plus jeunes, qui sont nés sous le règne des Biya et qui ne l'ont forcément pas connu, un très puissant, qui n'a jamais été ministre, mais c'était un homme puissant, parce que le parti unique impulsait la politique du gouvernement. Mais nous sommes dans un autre cas de figure, même si le RDPC, qui se taille la part du lion, fonctionne de facto comme un parti unique. Mais Soubia, qui a tout gardé d'Aïdjo. Aïdjo, lui, il avait le mérite de dire les choses, de clarifier les choses. Aïdjo était le président de la République, il était le chef de l'État, il était le chef du gouvernement, il était aussi le chef du parti unique, parti État. Mais chef du gouvernement, me direz-vous à quoi servait le Premier ministre? Le Premier ministre n'était que l'animateur du gouvernement, l'animateur gouvernemental. Et certains ministres, comme Adamu Ndamjoya et tant d'autres, sachant lire entre les lignes, le traversaient et passaient par-dessus sa tête et allaient directement acquérir l'arbitrage du président de la République, qui était de facto le chef du gouvernement, sans le titre. Donc, sous Paul Biya, il y a une clarté, mais une clarté, on va dire, hypocrite. Parce que le véritable chef le véritable patron du RDPC, c'est Paul Biya. Le véritable premier ministre, c'est Paul Biya. Il est président de tout. Donc le fait que quelqu'un soit ou pas au comité central du RDPC, ça ne dit rien du tout. Ça ne signifie absolument rien. Parce que c'est lui qui décide de tout. Vous avez des gens au RDPC, au comité central du RDPC, comme Hervé Emmanuel Com, qui a naguère médit de Paul Biya. Souvenez-vous de cette joyeuseté. Paul Biya est l'incarnation vivante de l'incapacité à gouverner. Comme tous les dictateurs, Paul Biya, il a bonne mémoire. Et quand on a bonne mémoire, on est forcément reconnu. Donc tous ceux qui trônent au comité central du RDPC, coquille vide, véritable placard, ou alors cimetière des ambitieux. Vous avez vu le sort qui a été réservé à Pascal Messanga Niamdine. Il y a plein de gens comme ça qui sont au comité central du RDPC. Ça signifie absolument rien. Donc, le fait qu'il ne soit pas, parce que Biya a procédé à une série de nominations à plusieurs personnes au comité central du RDPC, incontestablement, pour préparer
l'élection présidentielle. Le rapt qu'il se prépare à faire en octobre. Il nomme des gens pour calmer les uns, pour donner un peu de contenance à certains, etc. Grand classique de toutes les dictatures. Donc, le fait que Ferdinand Gongo n'ait pas été retenu au comité central du RDPC ne signifie rien du tout. Paul Biya lui-même, pendant très longtemps, il n'était pas membre de l'UNC. C'est plus tard que Biya a eu de l'ami là-bas. Donc, il sait que ça ne veut rien dire. Donc, ceux qui voient en cela une insigne de disgrâce se trompent, font une mauvaise lecture. Il est secrétaire général de la présidence. C'est le président bis, président bis en le titre, qui est aussi le premier ministre bis. Il a beaucoup de pouvoir. Il dispose d'une importante délégation de signature qui se mue en délégation de pouvoir, compte tenu de sa proximité avec la première dame. On l'a présenté au président comme étant le cousin de celle-ci, mais au fil des ans, il est apparu que ce sont des faux cousins. Son village est à 57 km distancié de celui de la première dame. Je n'entre pas dans les détails croustillants, ce n'est pas ça le but de la conversation. Mais toujours est-il que ce que j'appelle les résistants, les combattants de la résistance, à faire, c'est de ne pas céder à la distraction. Parce que de ce point de vue, le RDPC est très fort. Ils sont capables de vous retourner des gens insoupçonnables de trahison, au moyen de l'argent. Je vous ressasse infiniment la rengaine, l'ancienne, selon laquelle Jacques Faucard, dans ses mémoires, dit que Paul Biya se maintient au pouvoir en sémant la zizanie au sein de l'opposition, en distribuant beaucoup d'argent. Je vous disais l'autre fois que lorsqu'il avait approché Mobutu, qui était son idole politique, celui qui le fascinait beaucoup, à travers sa capacité à garder, conserver le pouvoir, parce que ça, c'est ce qui intéresse Paul Biya. Il vous accorde une audience, il ne va pas vous parler des questions géopolitiques. Si vous abordez des questions ésotériques, vous êtes son homme, il va vous retenir à déjeuner. Mobutu lui avait fait des recommandations à sa demande. Mobutu lui avait dit, si vous voulez rester longtemps au pouvoir, il faut privilégier la médiocrité. Il ne faudrait pas que quelqu'un se prévale d'une autre légitimité, ou alors d'une légitimité autre que celle qu'il détient de vous. Il ne faudrait pas que le facteur, le critère, soit celui de la compétence. Il faudrait que le facteur soit celui de la dévotion. Vous êtes la seule star. Si quelqu'un cherche à se prévaloir d'un mandat électif et donc à disposer des coups de franche et à voler de ses propres ailes, c'est un potentiel adversaire politique. Il faut l'éliminer. Physiquement, en l'exilant, en l'emprisonnant ou en vous débarrassant de lui et vous vous rassurez qu'il n'a pas d'argent, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, je dis aux amis, ne cédez pas à la tentation de la diversion. Nous sommes à un peu plus de 6 mois de l'élection présidentielle. Les hommes sont passagers, le pays est éternel. Donc, il faudra que les gens se préparent pour une alternance. Il faudra que les gens se préparent à gouverner. Parce que les choses vont arriver beaucoup plus tôt que certains ne pensent.
Si vous regardez l'histoire des grands empires qui se sont effondrés, l'Empire romain, l'Empire mongol, le plus puissant, la Chine, parce que la Chine a été contemporaine de l'Empire romain jusqu'à la première moitié du XVIIIe siècle. Elle s'est effondrée, elle est sur le point de revenir, elle est sur le point de damer le pion aux États-Unis. Vous assistez, avec l'avènement de Donald Trump II, sous vos yeux, vous assistez à un renversement de l'ordre ancien, l'ordre mondial ancien. Ce qui se passe là, c'est un cadeau inouï, inédit pour les historiens. Parce que pendant 80 ans, c'est-à-dire que dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, l'Amérique a été le leader de ce qu'on appelle le monde libre. Le monde libre, dans leur sémantique, ça veut dire que, par opposition au monde communiste soviétique, dont est issue la Russie. La Russie. Parce que la Russie, quand on parle de la Russie, que la Russie a fait ceci, il faut être honnête en disant que c'était l'Union soviétique. L'Union soviétique qui était une fédération constituée de 15 États, dont la Russie, dont les pays baltes, dont la Géorgie et l'Ukraine. La Russie a réussi quelque chose de formidable, c'est la captation de l'héritage commun, le patrimoine commun, y compris l'hymne national qu'ils ont conservé, qui n'était pas l'hymne national russe, mais l'hymne national, l'hymne de l'Union soviétique. Donc, à partir de 1945, c'est-à-dire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, qui vivaient repliés sur eux-mêmes et qui ont fait leur première sortie après la Première Guerre mondiale pour aller en découdre avec les Espagnols à Cuba et ensuite aux Philippines. Ils se sont repliés, ce qu'on appelle communément la doctrine Monroe, du nom de James Monroe, le 5e président des États-Unis, consistant à s'isoler. Parce qu'ils avaient obtenu leur indépendance au forceps de haute lutte en combattant les Anglais. Les Français sont venus à leur aide avec la logistique, etc. Voilà pourquoi lorsque le député européen Grossman a dit que les États-Unis devaient restituer à la France le monument de la liberté et que tout le monde qui a jamais foulé les pieds, foulé le sol du New-Yorkais connaît, la porte-parole de la Maison-Blanche a dit il faudrait lui dire que sans les États-Unis, la France serait en train de parler l'allemand, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais ce qui aussi est vrai, est-ce qu'on lui a rappelé, on a dit, il faudrait qu'elle se rappelle que sans la France, ce que les États-Unis sont encore une colonie anglaise. Histoire de vous montrer les imbrications de la mondialisation. Personne ne peut être reclus chez lui. Mais les Américains avaient cette politique d'isolationnisme parce que, marqué par ce qui s'était passé avec les Anglais, ils ont dit, voilà, nous restons chez nous, nous nous occupons de nos affaires. Mais dans le même temps, ils interdisaient aux autres de posséder des colonies, notamment avec le président Wilson. Parce que, marqué par ce qui s'était passé. Donc, nous assistons à l'inversion d'un ordre américain, enfin d'un ordre mondial, qu'avaient institué les Américains, qui les avaient profités au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et nous sommes en train d'assister à l'inversion de ce monde ancien qui leur profitait eux. Parce que l'OTAN, ils sont à la tête de l'OTAN. Ils avaient sous-traité le combat contre le communisme. Il faut dire qu'avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains et les Russes, les Soviétiques, pour être précis, avaient mis de côté leurs différences idéologiques pour combattre un adversaire commun. C'est vrai qu'au début, les Allemands, Hitler, avaient fait avec les Soviétiques ce qu'on appelait le pacte germano-soviétique.
Ils s'étaient partagés des territoires en Ukraine, en Pologne, etc. Et c'est simplement lorsqu'il y a eu l'opération Barbarossa en 1941, c'est-à-dire que Hitler, violant les accords, le pacte qu'il avait signé avec Staline, a attaqué, a agressé l'Union soviétique. S'il n'avait pas fait cela, l'Allemagne et l'Union soviétique domineraient le monde aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, les États-Unis n'ont pas de bombe. Les gens qui vont aider les États-Unis à se doter d'une bombe, ce sont les scientifiques nazis qui ont fait défection et sont partis aux États-Unis. Mais c'est une partie de ces mêmes techniciens qui vont vendre la technologie par sympathie à l'Union soviétique. On appelle ça la trahison, mais bon. Voilà. Pour vous dire que s'il n'y avait pas eu violation par Hitler du pacte germano-soviétique, l'Allemagne gouvernerait le monde. L'Allemagne aurait été une puissance mondiale. Mais les Américains ont profité du fait que Hitler, de la connerie d'Hitler, de violer le pacte germano-soviétique en agressant son allié, Staline. Donc les Allemands, les Russes vont entrer relativement tard dans le conflit. Vous allez lire ici et là que les Russes ont sauvé la France, mais pas directement. Parce qu'au début, ils sont alliés aux Allemands. En 1941, les Allemands vont violer au moins de ce qu'on appelle l'opération Barbarossa. Nous sommes en 1941 et ils se battent pour se défendre parce qu'ils sont envahis. L'Allemagne est allée les envahir comme Hitler, Napoléon l'avait fait autrefois. Ils vont pratiquer la politique de la terre brûlée et ensuite exercer leur droit légitime de poursuite vis-à-vis des troupes hitlériennes qui fuient, qui rebroussent chemin. Hitler va se donner la mort. Oui, ce droit de poursuite a contribué à affaiblir considérablement les forces allemandes sur le front de l'Est, laissant aux Alliés, on va dire quoi, l'attitude de s'occuper du front de l'Ouest. C'est une contribution. Mais on n'a pas eu directement sur le sol français des Russes venus se battre. Ils se sont battus sur le front de l'Est, repoussant les Allemands qui avaient envahi leur pays, exerçant leur droit de poursuite jusqu'à Berlin, ce qui va conduire au suicide d'Hitler. Donc, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, ou alors les Occidentaux, qui avaient d'une façon globale laissé de côté leurs différences, leurs préjugés, leurs idéologies, pour s'attaquer à l'ennemi commun qui était le nazisme, les Allemands, les Américains sont les vainqueurs. Ils ont des alliés, la Chine, la Grande-Bretagne, la France qui n'a pas exactement gagné la guerre, mais bon, Churchill va permettre que la France s'asseye autour de la table des vainqueurs, ce que vous appelez traditionnellement les membres permanents du Conseil de sécurité. Parce que Churchill, qui était un visionnaire, avait senti que les Américains ne se battaient pas en Europe par pur altruisme. Ils avaient des visées hégémoniques, ce qui n'a pas changé aujourd'hui. Ils ont embarqué tout le monde, on a confié à la France, on a sous-traité à la France le rôle du gendarme de l'Afrique au bénéfice des pays capitalistes. Mais dès la chute du mur de Berlin et dès l'effondrement du communisme, les États-Unis, qui tranchent dans le vif, ils ne font pas dans le sentimentalisme, vont dire, voilà, la guerre froide est finie, il n'y a plus de raison qu'on confie à la seule France le rôle du gendarme de l'Afrique. Nous aussi, nous voulons une part du gâteau africain, le gâteau juteux africain.
Parce que quand Clinton arrive au pouvoir en 92, c'est la fin de la première guerre du Golfe, déclenchée par Bush. Les Américains ont dépensé beaucoup d'argent, oui, ils ont eu beaucoup de pétrole en retour, mais il y a une crise économique grave. C'est traditionnellement les États-Unis s'en sortent en faisant quoi? Ils exportent leur inflation. Ils vivent sur le dos des autres pays avec l'inflation qu'ils exportent. Donc, quand Clinton arrive au pouvoir, il s'est dit il n'y a pas de raison de laisser des parts entiers. Mais pour cela, il faut faire un nettoyage. L'homme fort des États-Unis était à Bas-de-L'île et à Kinshasa, il s'appelait Mobutu, mais c'était un agent de la France-Afrique. Il faut se débarrasser de lui. Et il faut se débarrasser de Juvenal Habyarimana, le président Hutu du Rwanda. Oui, le Rwanda est un ancien protectorat allemand qui, après la Première Guerre mondiale, va être confié à la Belgique avant de basculer dans l'escarcelle de la France-Afrique. Il faut nettoyer, on va déplacer le centre, on va dire quoi, on va déplacer la plateforme de l'homme fort de l'Afrique centrale de Kinshasa, ou alors de Bas-de-L'île, à Kampala. L'homme fort ne sera plus Mobutu, mais il sera Yoweri Museveni, le président ougandais, qui héberge beaucoup de Rwandais, qui sont là-bas depuis les années 59, 62, lorsqu'il y a eu des massacres entre Hutu et Tutsi. Déjà, direz-vous. Alors, ce sont des Américains qui ont embarqué tout le monde dans cette galère. Et c'est eux qui sont en train de siffler la fin de la récréation en inversant l'ordre mondial qu'ils avaient instauré à leur profit. Oui, Nixon, vous allez me dire, avait déjà tenté ça avant, en faisant la paix directement avec les Russes, parce que ça n'avait pas marché. Kennedy aussi, à des degrés divers, mais beaucoup plus moindres que ce à quoi nous assistons. Mais tout cela pour vous dire quoi? Pour vous dire que les choses vont changer d'une façon ou d'une autre. Au Cameroun aussi, on a un président qui est là depuis 43 ans. Je n'ai pas dit ça, tout le monde le sait. Le Cameroun, ce n'est pas n'importe quel pays. Le Cameroun est à l'intersection du golfe de Guinée, indépendamment de ses ressources qui sont énormes et qui sont vierges. Pour ce qui concerne cette entrée, on n'a encore rien touché au sous-sol. C'est un pays stratégique. Les gens regardent. Est-ce qu'on va laisser faire le gré à gré? On va laisser le président camerounais installer son fils comme si de rien n'était. Le Cameroun n'est pas une monarchie de droit divin. On regarde les dynamiques. Oui, vous allez me dire que de tout temps, le premier président du Cameroun a été placé par les Français, le second aussi, le premier homme d'État camerounais, André-Marie Mbida également. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Question élection. Qu'est-ce qu'ils... on regarde, alors j'ai un cliché que je cherche à vous faire voir, les amis. Alors, vous allez mettre quelqu'un qui a 92 ans, bien sonné, et pour cette année supplémentaire. Est-ce que c'est sérieux? La constitution camerounaise ne fixe pas de limitation d'âge. On parle du fils du président. Le fait d'être le fils du président ne lui donne pas moins de droits qu'à un autre. Alors, sinon, ce serait le délit du patronyme. Mais le fait d'être le fils du président ne lui donne pas plus de droits non plus. Le problème n'est pas celui-là. Le problème est celui de la clarté vis-à-vis des Camerounais. Comment est-ce que les Camerounais vont se conduire? Et c'est ça l'intérêt de l'exercice que je fais avec vous ce soir.
Nous n'avons qu'un seul pays. Est-ce qu'on va le brûler pour des questions de pouvoir? Mais ce motif, cet argument, n'est pas une raison pour ne pas revendiquer. Parce que le Cameroun n'est pas une monarchie de droit divin. Mais dans le même temps, les Camerounais, tous autant qu'ils sont liés par un pacte de fraternité. Ils habitent le même pays. J'ai presque envie de citer Antoine de Saint-Exupéry. Nous sommes équipage d'un même navire, solidaires d'un même destin. Il faudrait que les uns et les autres, ceux qui contestent le pouvoir, ceux qui prônent le statu quo, qui sachent garder raison et trouver des passerelles de communication. Nous autres avons vécu dans des pays qui ont connu la guerre ensuite, la Côte d'Ivoire, pays que j'ai connu avant, qui ne bascule dans la guerre civile, le Libéria, etc. La guerre, on sait quand on la commence, mais nul ne sait quand elle s'arrête. Il faudra, je parle au monsieur qui parle de Molinex, qu'il fasse très attention à ses propos. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Nous n'avons qu'un seul pays. Alors si on l'abîme, collectivement, autant que nous sommes, qu'aurons-nous à léguer aux générations futures? Donc que ceux qui s'organisent pour se maintenir au pouvoir à tous les prix sachent que ça s'est déjà fait ailleurs et c'est très mal fini. Qui était plus puissant que Mobutu? Mobutu, il avait la DSP, la division spéciale présidentielle, formée par un Israélien, un officier israélien, à la retraite, le même qui est venu au Cameroun, sur ses conseils, former le BIR. Vous avez vu des gens autrement plus efficaces. Kadhafi, Ben Ali en Tunisie. Je ne vais pas citer Omar Bongo parce que c'est la mort naturelle qui l'a amené, mais son fils a pris le pouvoir après lui. Et vous avez vu dans quelles conditions il a fini. Donc, il n'est pas tard pour bien faire. On a eu le cas au Bénin avec Mathieu Kérékou. C'était un dictateur implacable. Mais il a vu la sagesse, la lumière, comme on dit, et il a organisé la conférence nationale. Au Cameroun, on a dit que ça n'avait pas danger. Il s'est excusé, il a organisé une élection, il y a eu un vainqueur, et il est revenu par la grande porte, élu massivement par les Béninois. Donc ce n'est pas parce que vous avez gouverné votre pays de main de fer que vous ne pouvez pas vous racheter. On peut se racheter en faisant la paix, mais en se montrant sincère. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Tout le monde change d'avis. On peut s'améliorer. Donc, personne n'a intérêt à ce que ce pays aille en feu, mais pour cela, il faut que ceux qui sont aux affaires fassent des actes qui apaisent tout le monde. Il ne faut pas écarter les gens. Il n'y a pas que le droit de vote. Il faut donner aux gens la possibilité d'exercer leur droit civique et démocratique consistant à dire s'ils sont pour ou contre en disposant de la faculté et de la latitude de choisir les dirigeants, le ou les dirigeants de leur préférence. Et ça, il fallait trouver un cadre, il fallait trouver des assises
le sang a beaucoup trop coulé au Cameroun. Ce n'est pas avec une élection que vous allez arranger les choses. Il y a un préalable à cela. Et c'est ce qu'on aurait dû faire en 1990. La conférence nationale, appelez ça comme vous voulez. Mais il faudra que les Camerounais se parlent. Il y a eu beaucoup trop de morts. Des morts qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et des morts qui datent de l'époque des indépendances, des gens qui sont morts en exil, qui y sont toujours. Les gens qu'on poussé dans les chutes de la métier. Il faudra faire le deuil de ça. Il faudra que des gens s'excusent. Ce n'est pas en commandant des rapports à travers l'Élysée que vous allez calmer les cœurs. Une élection n'arrange pas ces questions. Les Camerounais doivent s'organiser dans un cadre qu'ils choisiront. Vous pouvez appeler ça conférence nationale, etc. Il faudra faire ce travail de deuil, ce travail de mea culpa collectif et adopter un système consensus conforme aux valeurs camerounaises. J'écris souvent dans des tribunes, je dis ce que nous avons là sont les vestiges résiduels d'un système importé, ce qu'on appelait en France l'ancien système, l'ancien régime, système à l'origine de beaucoup de révolutions en Europe. 1215 au Royaume-Uni, 1789 en France, ce qu'on appelle le tiers-État. Mais on a transposé, on a supprimé ici, mais on l'a transposé en Afrique. On a juste procédé au remplacement des gouverneurs à la peau blanche par des gouverneurs à la peau noire. Mais le système a perduré. Et ce système n'est pas compatible avec nos mœurs, avec nos civilisations. Parce que je vous parlais tout à l'heure de l'effondrement du mur de Berlin et du communisme. Et dès lors, il n'y a eu plus d'affrontement idéologique. On est passé à un choc de civilisation. Et nous ne sommes pas outillés pour cela. Parce que c'est quoi une civilisation? André Malraux, ministre de la Culture générale de Gaulle, disait que la civilisation, c'est la religion et tout ce qui tourne autour. Alors, de quelle civilisation nous allons nous prévaloir lorsque nous sommes envahis par des sectes ésotériques qui viennent d'Occident, des églises dites de réveil? Et c'est pour ça que sur le strict point d'anthropologie, je vous dis souvent que si vous allez à ce rythme, dans 100 ans, il n'y aura que des Bamileke au Cameroun. Parce qu'ils sont moqués parce que vous appelez l'adoration des crânes. Ce qui n'est pas vrai. Ils n'adorent pas du tout les crânes. Les crânes chez les Bamileke, quand vous faites un peu d'anthropologie, sont un véhicule, un vecteur de communication à les ancêtres, avec des dévanciers. Alors, un jour, je vous ferai un direct distinct dessus. Mais pour nous quitter, je dis aux plus jeunes, si la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales existe encore, faites-le. Je ne connais pas ces questions, mais si elle existe encore, faites-le. Si vous vous êtes inscrit sur les listes électorales, il faudra aller voter et défendre votre vote. Et il faudra vous assurer que le vote est conforme à celui qui a été dit. Mais nous aurons l'occasion d'en parler. Mais je le ressasse de vous laisser pas distraire par des provocations. L'enjeu est ailleurs, concentrez-vous sur ce qui est nécessaire, ne répondez pas aux insultes, concentrez-vous, organisez-vous, ne cédez pas aux tentations. Nous sommes à moins de 6 mois, un peu moins de 6 mois, de l'échéance présidentielle qui est décisive. Vous allez élire quelqu'un pour 7 ans. 7 ans, c'est très très long dans la vie d'un peuple. On vient de passer 7 ans pour rien. Alors on ne va pas passer 7 autres années. Ça fera 14 ans, ce qui est énorme dans une vie. Merci et bonsoir.